Donc Ludovic sait faire, je lui laisse la parole pour sa conférence. Je surveille le temps. On a prévu 45 minutes pour avoir un débat. Bonjour, merci à tous, merci aux organisateurs en tout cas, c'était hyper riche. Enfin, en tout cas, je me suis régalé avec la journée d'hier. J'espère que ça va être pareil aujourd'hui, que les échanges seront intenses et fructueux. Donc la présentation que je vais vous faire, c'est sur les coordinations motrices en natation, mais plus largement autour de la technique. Et j'ai intitulé ça une approche dynamique de l'expertise vers une pédagogie non linéaire. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'un expert, tout le monde le sait ici. C'est plus un regard un petit peu différent de comment on pourrait considérer l'expertise et l'accès à l'expertise, l'acquisition des habiletés, puisque dans les recherches qui sont faites en STAPS, il y a des courants qui mettent en avant les approches écologiques au sens large, et par rapport à ce qu'on peut trouver dans les programmes d'EPS et à ce qui se fait de façon traditionnelle et analytique sur les approches cognitivistes. Non pas qu'il y en ait une qui soit meilleure que l'autre, le propos n'est pas là, c'est juste une réflexion sur voilà comment j'appréhende le problème et comment mon regard a changé, puisqu'au début j'ai été formé comme prof d'EPS et j'ai utilisé les approches cognitivistes et je les utilise encore. Et puis avec la recherche et puis comme toutes les personnes qui réfléchissent sur leur pratique, eh bien j'ai été amené à voir un petit peu et l'entraînement et l'enseignement différemment. Et puis les travaux de recherche ont étayé cette réflexion. Donc c'est un mix d'interventions, de pratiques, de recherche que j'essaie de présenter là, avec la collaboration d'étudiants de thèse, de Didier et de nombreux collaborateurs qui sont dans la salle. Donc premièrement, juste pour dire que pour situer le cadre, hein, un petit peu de théorie malgré tout, je m'inscris dans ce qu'on appelle la dynamique écologique. Alors c'est une traduction qui est un peu mauvaise. Et cette dynamique écologique, c'est un courant qui est la réunion de deux approches. L'approche des systèmes dynamiques et puis la psychologie écologique. Bon, je vais vous en donner juste quelques mots pour balayer rapidement le tableau. Mais je trouve que ces deux illustrations de Turves sont assez bonnes. D'un premier, vous voyez la marionnette à droite qui serait pilotée par le système nerveux central et en gros qui dit aux muscles ce qu'il faut faire, comme s'il y avait une instance supérieure, une espèce de régulateur externe du corps, où on dissocie le corps et l'esprit quelque part. Et de l'autre côté, un ensemble qui est en interaction, qui n'est pas commandé par une instance supérieure. Et du coup, le propre des systèmes complexes dynamiques, c'est cette approche interactionniste, systémique, où le tout est plus que la somme des parties. Ça veut dire que quand on touche un élément, eh bien, on modifie l'ensemble. Et ça me semble très important pour un pédagogue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on veut parler du comportement, il faut savoir quoi regarder et il faut savoir sur quoi intervenir. Parce que donner 5 consignes ne permet pas à l'élève ou à l'entraîneur ou en tout cas au nageur d'intervenir sur les 5 choses en même temps. Et on espère bien, quand on intervient, qu'on trouve la bonne chose, c'est-à-dire ce qui va gouverner la modification du comportement. Donc c'est un petit peu ce qui a animé à la fois ma pratique d'intervention, mais aussi ma pratique de recherche. Alors pour reprendre quelques présupposés théoriques des approches cognitivistes, ben forcément elles sont cognitives, ça veut dire qu'on utilise des représentations mentales et on postule que c'est l'acquisition de connaissances, des métaconnaissances ou des connaissances procédurales qui vont organiser la pratique. C'est-à-dire on acquiert des connaissances telles le code de la route, puis ensuite on est capable de conduire. Et sans ça, on n'est pas capable de piloter la motricité. C'est des approches qui sont souvent computationnelles et prescriptives, c'est-à-dire c'est le système nerveux central qui établit des programmes, qui propose des plans, et puis ben voilà, tu fais cette action dans tel ordre, en segmentant, en découpant, et éventuellement en associant ensuite, hein, souvent on fait les bras, on fait les jambes, on coordonne les deux. Bon, voilà, c'est une proposition. Ces approches du coup sont dites hiérarchiques et directionnelles, c'est-à-dire ça va du système nerveux central au système moteur périphérique, et puis l'information revient, hein, c'est une boucle, il y a des feedbacks qui sont intrinsèques et qui permettent d'avoir des retours d'information sur ce qu'on a effectué. Ces approches sont plutôt structurales que fonctionnelles parce qu'en fait on programme tout.
Et une des critiques principales des approches écologiques, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas tout programmer, puisqu'on ne peut pas tout contrôler un par un. Et comme je vous disais, la somme, c'est plus que le tout, c'est plus que la somme des parties. Ça veut dire que si on devait tout programmer, on arriverait à saturation de ce qu'on peut programmer. A l'inverse, les approches fonctionnelles sont plus sur le résultat, ou sur ce qui organise l'ensemble. Donc elles sont plus focalisées sur le but. Et elles sont issues des travaux, on va dire, de la phénoménologie, Merleau-Ponty, sur finalement, on va dire, si on devait schématiser, le but plutôt que les moyens à mettre en œuvre pour atteindre le but. En effet, si vous regardez les travaux de Schmitt, on programme tout ce qui touche aux articulations, tout ce qui touche aux muscles, tout ce qui touche au positionnement articulaire, donc tout ce qu'on apprend finalement en STAPS sur l'organisation segmentaire, eh bien c'est une approche très structuraliste et qu'on dit microscopique. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à tous les niveaux et on programme tous les niveaux. Vous voyez que ça fait une somme d'informations qui est importante. Alors je dis pas que c'est pas intéressant puisque les approches biomécaniques font la même chose. Si vous regardez les études biomécaniques, on a généralement une série astronomique de paramètres et du coup on appréhende les phénomènes dans la finesse. Ce qui est très bien, je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien, mais c'est une approche. Voilà. Moi, ça ne me satisfaisait pas, puisque, une fois de plus, je suis intéressé par la recherche, mais aussi par l'intervention, et je ne me voyais pas, dans l'intervention, intervenir sur une série de 10 ou 15 paramètres. Enfin, ça ne me semble pas réalisable, puisque quand on a le nageur devant nous, une fois qu'il est parti, il est parti. Dans une piscine, vous êtes prof de PS, vous avez 3 lignes d'eau, vous partagez ça avec 2 autres collègues, il y a 80 gamins dans une piscine, il y a du bruit, une fois que le gamin il est parti, il est à la ligne 3, vous ne l'arrêtez pas pour lui dire ce qu'il faut faire. Donc ça veut dire qu'il faut être très précis, mais en même temps très laisser un peu de liberté, parce que le gamin il va nager. Donc moi, en tant qu'intervenant, ça ne me satisfaisait pas ces approches. Et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à des approches plus écologiques autour de concepts clés comme l'auto-organisation, qui veut dire qu'à un moment donné, il n'y a pas un régulateur externe qui vient organiser votre motricité. Les régulations sont internes. C'est les interactions que vous avez avec l'environnement, c'est les interactions que vous avez avec les sous-systèmes qui vous organisent, qui vont faire que le système hormonal, le système nerveux, le système musculo-squelettique va trouver ce qu'on appelle une espèce d'homéostasie. Et du coup, le comportement, on dit qu'il est émergent. Il émerge de quoi ? Des contraintes qui pèsent sur lui. Ces contraintes, elles sont multiples, et ce qu'il nous revient de faire, c'est de les analyser, de les appréhender. Et de là, il y a quand même une série de présupposés théoriques. Alors, le premier présupposé, c'est que les régulations qui sont faites à l'intérieur du système, ces régulations sont non linéaires. Alors, non linéaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas un effet de proportionnalité entre les causes et les conséquences. Vous connaissez ce qu'on appelle l'effet papillon. Un battement d'aile à un endroit peut amener un tsunami ou un tremblement de terre à un autre endroit. Donc des fois, il suffit d'un changement microscopique dans les causes pour amener un changement qualitatif, macroscopique, dans le comportement. Et ça, je crois que c'est la finesse et l'intuition dont parlait Michel Cretin, mais aussi Denis Hauguin, c'est la finesse des entraîneurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, leur finesse, c'est quoi ? C'est de voir qu'un changement microscopique qu'ils vont apporter chez le nageur, ça peut apporter un changement qualitatif notable. Et là où on manque d'expertise quand on débute dans l'entraînement, et c'est pour ça que c'est aussi une histoire d'expérience, c'est qu'il y a des choses qu'on ne capte pas au début, et cette finesse, eh bien, on la travaille. Et ensuite, on sait sur quel point intervenir pour amener un changement qualitatif notable. Alors, du coup, comment ça se voit ? Eh bien, ça se voit par des bifurcations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme une bifurcation quand on est sur la route. On ne va pas tout droit, sinon on va dans le champ, c'est à droite ou à gauche. Et entre les deux, il n'y a rien. Il faut choisir, on passe d'une étape à une autre. Il y a des études notables qui ont été faites là-dessus, sur la marche. On vous met sur un tapis roulant, on augmente la vitesse du tapis roulant, à un moment donné, vous arrêtez de marcher, vous courez. Et bien la course, c'est différent de la marche, parce qu'il y a un temps de suspension. C'est autre chose, et entre les deux, il n'y a rien. Alors on peut forcer le système, c'est-à-dire on peut marcher vite. Il y a des courses de marche, voilà, des compétitions de marche. Bon une bifurcation, c'est ça, on transite, on passe à autre chose. Et puis il y a aussi des signes de non-linéarité qui s'appellent la multistabilité. Ça veut dire qu'à un moment donné, pour des mêmes causes, il y a deux états qui subsistent. Alors je vais prendre un exemple un petit peu
qui n'a pas grand-chose à voir avec la natation, mais c'est les travaux princeps de Kelso sur la coordination bimanuelle, qui montrent que quand on essaie de coordonner les doigts ensemble en faisant des oscillations, en accord avec un métronome, mais on est capable de les faire osciller en phase, des contractions musculaires simultanées identiques, ou en antiphase, c'est-à-dire pendant qu'il y en a un qui fait une flexion, l'autre qui fait une extension. Ça veut dire que pour une contrainte donnée, il y a 2 modes de coordination possibles. Et puis quand on va plus vite, eh bien, il n'y a plus qu'un mode qui subsiste. Ça veut dire que quand on augmente le niveau de contrainte, eh bien, on transite vers un seul comportement. Donc, en quoi ça nous intéresse dans la natation ? Ça veut dire que pour un niveau de contrainte donné qu'on est capable d'identifier, est-ce qu'on peut espérer chez un individu voir différents types de comportements, voire chez des individus différents types de comportements coexister ? La question qui est derrière, c'est du coup, est-ce qu'il y a un comportement idéal à adopter pour une situation donnée, ou est-ce qu'il y a une multitude de comportements, auquel cas ce qu'on appellerait la variabilité de mouvement, qu'elle soit intra-individuelle ou inter-individuelle, ça pourrait être une richesse de la capacité d'un individu à interagir avec son environnement. Et vous voyez qu'on n'est plus du tout dans les approches cognitivistes, où on dit, pour une cause, une conséquence, si je répète, c'est-à-dire si dans mon éprouvette je remets la même chose, je devrais avoir le même résultat. Non, on peut accepter qu'il y aura quelque chose de différent. Et ça me semble hyper important. Voilà. Donc, la non-proportionnalité, je ne vais pas y revenir, c'est ce que j'ai appelé la sensibilité aux conditions initiales, l'effet papillon. Et au-delà de cet effet-là, on postule pour un couplage, donc une interaction qu'on dit avec une causalité circulaire. Ça veut dire que l'un influence l'autre, et par effet retour, eh bien, ce n'est pas une causalité linéaire, ce n'est pas un enchaînement de causes qui amène à une conséquence. C'est une interaction. Le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est le couplage qu'il y a entre la perception et l'action. C'est-à-dire que percevoir, c'est déjà agir. Et en agissant, eh bien, on affine sa perception. Pourquoi ? Parce que ce que l'on voit, des fois, nous trompe sur la réalité. Vous mettez un crayon, alors l'exemple qui est pris par Turvet, classiquement, c'est vous mettez un crayon dans un verre d'eau, vous avez l'impression que le crayon il est tordu, puisque l'eau déforme. Et vous savez que quand on met des lunettes à un gamin, eh bien, sous l'eau, il voit autre chose. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, notre perception peut nous tromper et c'est en agissant qu'on se rend compte des fois de la possibilité d'action qu'on a. Dernier présupposé suivant qui me semble très important, c'est la non-prédictibilité. C'est-à-dire que du coup, si on peut être trompé sur ce que l'on pourrait faire comme traitement a priori au niveau central, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas l'interaction qu'on a avec son environnement ou avec les autres individus que l'on perçoit ce que l'on peut faire sur cet environnement. Et bien ça, c'est tout simplement la définition qu'on donne des affordances. Les affordances sont quoi ? Ce sont les opportunités d'action offertes par l'environnement. Et il faut savoir les saisir. Une table, qu'est-ce qu'elle invite à faire ? À poser quelque chose dessus, mais elle peut aussi vous inviter à vous asseoir. Donc ça veut dire que comment on perçoit notre environnement nous amène à faire des choses avec cet environnement. Et ça, c'est tout le travail des ergonomes en l'occurrence, de modifier l'environnement, mais ça peut être aussi le travail des pédagogues, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on donne une plaquette à quelqu'un, on pense à un usage, le nageur pense à un usage, mais on peut très bien essayer de détourner les usages et de modifier les usages, c'est-à-dire d'induire des usages et d'induire des comportements. Donc vous verrez que l'approche écologique, si on va au bout du chemin, c'est-à-dire qu'on ne reste pas sur la théorie mais qu'on va dans la pratique, bien finalement, elle est beaucoup autour de l'utilisation des contraintes pour inférer des comportements. Voilà. Dernier présupposé, cette approche elle est macroscopique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne veut pas s'intéresser à la structure, c'est-à-dire à tous les éléments qui organisent un comportement, eh bien on essaye de capturer la complexité, et du coup il ne faut pas confondre la complexité avec la difficulté. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de choses pour que ce soit complexe, il suffit d'assumer qu'elles interagissent, ces choses-là. Et deuxième chose à laquelle il faut être vigilante, c'est que pour accepter de résumer la complexité à une variable ou à deux variables, il faut accepter le principe qu'on appelle d'incomplétude. Morin, il dit quoi ? Il dit qu'à un moment donné, on ne peut pas tout capter. La complexité, le but, c'est pas de tout capter, c'est de capter ce qui est significatif. Donc ça veut dire que quand on voit un nageur, eh bien on essaie de capter ce qui est significatif pour nous. On va en oublier, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce qu'on espère être significatif. Et ça me semble fondamental. Le temps qu'on n'a pas assumé ça, on ne peut pas travailler sur la complexité. Alors, pourquoi on a travaillé sur la coordination ? Du coup, parce que coordonner, c'est considérer l'interaction de deux choses. Et pour moi, ça me semble être plus satisfaisant que d'avoir des approches techniques où on regardait une multitude de paramètres. Voilà la raison pour laquelle je travaille sur la coordination. Et pourquoi ça me satisfaisait dans le milieu de la natation ? Tout simplement parce que le déplacement dans l'eau, c'est quelque chose d'éminemment complexe.
Le milieu aquatique, c'est pas le milieu du terrien, hein, vous le savez aussi bien que moi. Il y a des résistances à l'avancement, surtout à haute vitesse, c'est-à-dire qu'en plus les résistances, elles changent. Entre l'écoulement et les résistances de vagues, ben, forcément ça change. Et du coup, on est pris entre se propulser et minimiser les résistances à l'avancement. Bon, voilà. Moi, j'explique à des élèves qu'à un moment donné, vouloir produire plus de force, c'est pas le seul moyen d'aller plus vite. Si des fois on se profile mieux, on y arrive aussi bien et on gagne de l'énergie. Donc il y a toute cette question de l'efficience qui vient derrière. Du coup, on peut imaginer que deux nageurs peuvent avoir la même force ou la même puissance propulsive sans démontrer la même coordination. Il y a plusieurs façons d'arriver au même type d'avancement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le nageur doit organiser sa motricité pour réaliser la transition air-eau. Hein. On sait que grosso modo, quand on fait des études sur la coordination, ce qui est modifié, c'est ce qui est dans l'eau. Dans l'air, la valeur absolue accordée au retour aérien du bras est la même. La valeur relative est différente, puisque quand la fréquence gestuelle change, finalement, c'est surtout sous l'eau que ça se passe. Ensuite, la complexité des mouvements sous-marins, c'est qu'on fait des mouvements en 3D. Et donc, il faut gérer la production de forces qui sont liées à la portance et à la traînée. Avec toutes les études de Schleierhoff, Kunzelmann qui ont été faites dans le passé, qui montrent très bien ça. Et les études récentes sur la CFD, la PIV, qui montrent que, sur la théorie des vortex, qui montrent que l'écoulement, c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment travailler. Là, la mécanique des fluides a apporté beaucoup de choses. Troisième point, réaliser des actions avec des finalités différentes. Bien oui, parce que quand on se coordonne pas uniquement pour se propulser. On se coordonne aussi pour respirer, on se coordonne aussi pour s'équilibrer. Et c'est pour ça que pour moi, la motricité du débutant, je ne la vois pas comme un défaut par rapport à l'expert, parce que sa préoccupation, c'est peut-être pas d'avancer, mais peut-être juste de se sustenter. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut se mettre dans la logique de pourquoi le débutant il fait ça, pour comprendre quelles sont les contraintes qui pèsent sur lui et comment il interagit avec son environnement. Avoir le regard d'un comportement d'un débutant avec la focale de l'expert, pour moi, ça me pose un problème. Pourquoi ? Parce que l'enseignant, il veut transformer l'élève, donc il se met souvent dans la position de ce qu'il voudrait voir. Or, on nous apprend, et les textes officiels sont quand même éloquents là-dessus, sur la loi d'orientation 89, il nous dit l'élève est au centre du système éducatif, c'est-à-dire qu'on doit partir de ce qu'on voit déjà. C'est pour ça que la proposition de Grégoire sur le monitoring me semble fabuleuse. Oui, on part de ce qu'on voit. Et la première chose qu'on apprend à des étudiants stables, c'est que les entraîneurs développent comme compétence, c'est l'observation. Dernier point, la coordination ne sert donc pas qu'à se propulser, mais à s'équilibrer et à respirer. Et aussi parce qu'on a à gérer à l'intérieur d'un cycle de nage plusieurs phases, plusieurs choses. Du coup, le comportement, je vous ai dit qu'il était émergent, mais en plus d'être émergent, c'est temporaire. Donc ça rend les choses encore plus compliquées, parce que ce qui est valable à un moment donné n'est pas valable par la suite. Et donc du coup, c'est bien l'interaction de l'ensemble des systèmes qui fait que le comportement est émergent. Donc au niveau moteur, qu'est-ce qu'on peut dire ? On interagit avec le système perceptif, et puis ça concerne les articulations, ça concerne la peau, ça concerne les muscles, mais on a aussi le système hormonal, on a le système neuronal, tout ça, ça fait l'individu, j'en ai oublié évidemment. Et on a un autre système, c'est la relation individu-environnement. Donc tout ça sont des systèmes de systèmes, c'est-à-dire c'est un système multi-échelle. Et la question qu'il faut vous poser, c'est quand vous travaillez sur la complexité, à quel niveau de système je me place ? Est-ce que c'est l'interaction sujet-environnement ? Est-ce que c'est l'interaction action-perception ? Est-ce que c'est l'interaction muscle-articulation ? Donc voilà, à quel niveau on se place ? Ça peut être la coordination interindividuelle aussi. Hein. Là, on parle de natation. Si vous travaillez sur la prise de relais, vous serez dans le système relayeur-relayé. Ok, maintenant si on passe sur cette question des contraintes, il y a une partie de mes travaux, bien sûr avec Didier et d'autres collègues qui sont là, qui ont porté sur analyser un petit peu les contraintes qui pèsent sur le nageur. Alors les contraintes de tâche, j'ai pris quelques exemples. Hein. En gros, sur les contraintes, il y a un travail de Newell de fond qui dit qu'il y a 3 types de contraintes qui font que le comportement évolue. Les contraintes de tâche, les contraintes de l'individu, les contraintes de l'environnement. Alors quelques exemples pour faire vite. Les contraintes de tâche, par exemple, quand vous imposez à un nageur à nager à une fréquence particulière, hier il y a eu beaucoup d'exemples sur les fréquences, quand on dit qu'il a 28 coups de bras et puis que ça le fatigue parce que la longueur d'avant il était à 30, est-ce qu'il faut mieux nager à 28 ou à 30 ? Souvent c'est en relation avec la vitesse, parce que passer de 28 à 30, si la vitesse elle chute, est-ce que c'est intéressant ou pas ? Voilà, moi ça c'est des questions qui m'intéressent, sur lesquelles j'aurais voulu qu'on échange.
Quand on utilise un aquapesseur, un métronome, en gros, on va paisser le nageur. C'est une contrainte de tâche, on n'a pas besoin de lui dire quoi faire, on n'est pas cognitiviste. Et puis, si on lui dit à chaque bip, tu as le bras devant, on sait. Alors, peut-être qu'il réfléchit, le nageur, hein, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on infère. Voilà. Nager à une vitesse imposée, alors j'ai pris l'exemple du flume parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. Un flume, c'est un bassin à contre-courant, vous mettez le nageur, il doit nager sur place. C'est comme si vous nagez dans une rivière à contre-courant. Du coup, dans la vie, si on dépasse le cadre de l'interaction compétitive en piscine, nager dans le courant d'une rivière ou dans les vagues, c'est une contrainte de tâche. Suivre un rail lumineux quand vous faites du pacing, c'est une contrainte de tâche. En vélo, le drafting, hein, pareil, quand on est derrière quelqu'un, vous voyez, il y a des contraintes de tâches partout en fait. Les contraintes environnementales, bon, je ne vais pas vous rappeler le problème de la poussée d'Archimède parce qu'on est dans un milieu où les résistances sont 800 fois plus denses que l'air. Et en plus de ça, l'intérêt, c'est qu'on peut artificialiser ces résistances à l'avancement en utilisant des parachutes, en utilisant des élastiques. Donc ça veut dire qu'on a véritablement des moyens pédagogiques d'avoir cette approche écologique au sens large. Et au niveau de l'individu, c'est pareil. Alors au niveau de l'individu, on ne va pas changer quelqu'un. Par contre, on peut prendre en considération ses composantes. La flottaison. Voilà, vous connaissez les tests de flottaison qui ont été proposés par Cazorla il y a déjà pas mal d'années. Vous savez par exemple que la masse grasse et la masse osseuse jouent sur le niveau de flottaison, sur le redressement. Une fois qu'on a pris ça en compte, on peut imaginer que peut-être que celui qui est tout le temps comme ça, on ne va pas lui faire du demi-fond, quoi. Parce que à la base, il part avec un couple de redressement qui est pas favorable. La taille, pareil, on sait que ça augmente la portance. Vous faites un test de flottaison, les bras en dehors de l'eau, les bras dans l'eau, on n'a pas le même niveau de flottaison. Vous savez très bien ce que donne l'effet de porter des plaquettes ou de porter des palmes. Quand on met des plaquettes et des palmes, on a tendance à glisser plus, donc ça veut dire que ça change la coordination. Le sexe, pareil, la répartition des masses graisseuses entre un homme et une femme, vous savez très bien que ça impacte le fait qu'on n'a pas la même force. Vous savez, les entraîneurs disaient qu'ils regardaient les analyses techniques qui étaient faites par la fédération, mais moi aussi je les regarde. Et ce que je vois, c'est quoi? C'est des variations inter-individuelles hyper importantes, pour le même sexe, mais aussi entre les sexes. C'est pas la taille du sexe, hein, de toute façon. C'est le genre, mais bon. Du coup, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être extrêmement attentif aux individus qu'on a en face de nous, parce que la variabilité inter-individuelle est à prendre en compte. On ne peut pas appréhender le nageur. Alors, oui, quand on a 25 élèves, on essaie de trouver des points communs. Oui, quand on est dans une indo, voilà, vous disiez, j'en entraîne 8, mais à un moment donné, il y a des points communs, mais il y a quand même des points particuliers. La spécialité, on a trouvé des résultats différents selon qu'on est sprinter ou nageur de longue distance. La préférence manuelle et respiratoire. Hier, il y avait un beau témoignage de Alain Bernard qui disait, voilà, on a appris à nager avec un tube à frontal. Oui, quand on respire tout le temps deux temps, que ce soit à droite ou à gauche, à un moment donné, on développe des asymétries. À partir de quand on estime qu'elles sont pénalisantes? Pour avoir vu nager Gillot pendant pas mal d'années quand même à Rouen, il a des asymétries qui sont incroyables. Il a une nage boiteuse avec où il monte sur l'eau. Alors, ça n'empêche pas d'être très bon, hein, mais il n'empêche qu'à un moment donné, c'est poser la question de savoir si on touchait à ça ou pas. Voilà, travailler avec un tuba frontal, à l'époque où il y a Angela Tavernier qui était venue nager à Rouen, je me rappelle qu'à Auburn, elle utilisait un tuba frontal, puis tous les nageurs étaient comme ça, puis ils regardaient. Bon, je pense qu'il y a véritablement des choses à faire sur ces histoires, de prendre en considération les contraintes individuelles dans l'entraînement. Ensuite, donc, du coup, l'expertise, c'est quoi l'expertise? Qu'est-ce qu'un expert? Pour moi, un expert, c'est quelqu'un qui s'adapte aux contraintes. Et c'est ça qu'on doit développer. Donc, en gros, tout le reste de mon propos, ça va être de vous dire, l'expertise, c'est développer l'adaptabilité et c'est créer des perturbations, c'est obliger le nageur à s'adapter. Donc, quand j'entends, quand les questions tournent autour de, voilà, le samedi matin, quelle séance test je fais pour vérifier ce qui s'est passé pendant la semaine, et que la réponse est, à chaque fois, je fais des séries un petit peu différentes, parce que ce qui m'intéresse, c'est la créativité. Quand vous dites, comme Michel dit, qu'est-ce qu'on va faire pour les prochains JO, et que vous dites, moi, ce qui m'intéresse, c'est la question que va me poser le nageur, oui, parce qu'il faut de la créativité, il faut de l'adaptabilité. Si on est tout le temps dans la routine, on n'a plus besoin de s'adapter, on sait déjà ce qu'il faut faire. On reproduit, on automatise. Donc l'automatisme, c'est bien, parce que ça coûte pas cher. Mais dans une course, est-ce qu'on fait tout le temps la même course? Non, il y a le départ, il y a la prise de nage, il y a le virage, il y a les autres, il y a le bassin qui glisse ou qui glisse pas, il y a le fait d'être dans la ligne 3 ou d'être dans la ligne 1.
Enfin, à un moment donné, on gère tout le temps des contraintes, quoi. Et pour moi, la question centrale de l'expertise, c'est ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est l'efficience, c'est la vitesse, c'est la précision. Et ce qu'on ne sait pas, c'est l'adaptabilité. Le couplage individu-environnement, c'est juste pour vous dire qu'à un moment donné, les travaux dans la psychologie écologique montrent qu'il y a cette interaction entre les deux qui dit que percevoir, c'est déjà agir, et agir permet de percevoir. La perception est dite directe, car l'individu perçoit l'environnement de façon fonctionnelle, c'est-à-dire à travers les possibilités d'action qui sont offertes, et non pas les propriétés de l'environnement. Les propriétés de l'environnement, en soi, on s'en fout. Par contre, ce que les propriétés de l'environnement nous permettent de faire, ça nous intéresse. Donc du coup, l'expertise, c'est quoi? C'est détecter les affordances, c'est-à-dire les possibilités d'action offertes par l'environnement. Je vais prendre un exemple. Ça, c'est une façon de résumer l'interaction qui est entre comment j'articule l'approche dynamique, c'est-à-dire utiliser des propriétés de non-linéarité qui se voient quand l'individu interagit avec son environnement, un ensemble de contraintes, à travers une boucle de perception-action. L'expertise, c'est donc la capacité d'adaptabilité aux contraintes. Et l'exemple que j'aimerais prendre, c'est une manip qu'on a fait récemment que je trouve extraordinaire, où l'idée c'était de tester, c'était de savoir ce qui se passait pendant l'approche au mur pour faire un virage. Le virage culbute en crawl. Et en l'occurrence, on voulait savoir comment l'individu couplait sa perception avec l'environnement pour organiser son action. Sachant qu'il y a des lignes d'eau au fond de l'eau, on se disait, tiens, est-ce que le nageur il regarde le mur? Est-ce que le nageur il regarde le T qui est au fond de l'eau? Est-ce que le nageur prend les deux informations? Est-ce que ces informations sont prises en même temps ou est-ce qu'elles sont prises de façon séquentielle? Je regarde d'abord le T et comme le mur arrive après, je regarde le mur. Quand je regarde le mur, est-ce que je regarde le mur de façon générale? Et en questionnant un petit peu les nageurs, les pratiques, il y en a qui me disaient, donc des collègues qui sont là, qui me disaient, moi je regarde l'angle du mur au fond. Ce point ici, là. Du bassin, donc je regarde l'angle. Voilà, ça nous a questionné. Et donc du coup, la manip qu'on a mis en place, c'était de perturber le nageur. Comment on a perturbé le nageur? On a fabriqué un T, vous le voyez à gauche là-bas, vous voyez au fond de l'eau ici, et ce T, on l'a reculé de 30 cm et on l'a reculé de 60 cm. Donc on a perturbé les repères du nageur sans rien lui dire, il ne savait pas. Hein. Lui, on lui a juste dit, tu vas nager à 60%, 90% de la vitesse max, tu vas nous faire une vingtaine de passages. On randomise tout ça. Pour éviter qu'ils comptent ses coups de bras, parce qu'on connaît les petits malins, on les a pas fait partir tout le temps du même point de départ. Donc on les a fait partir sans pousser au mur, des fois à 2 mètres, des fois à 3 mètres, des fois à 4 mètres du mur. Et ensuite, on a analysé la variation de vitesse, cycle à cycle. Et on a analysé ensuite la distance qu'il y avait entre le bassin et le mur pour savoir comment cette distance variait. C'est-à-dire, est-ce qu'il était toujours au même endroit par rapport au mur quand il virait, avec le même degré de flexion des jambes ou pas. C'est-à-dire comment finalement il adapte son comportement à des contraintes environnementales qui varient. Eh bien, figurez-vous que même dans les nageurs experts, donc on a testé des non-experts et des experts, même parmi les nageurs non-experts, il y en a qui ne se sont même pas rendus compte qu'il y avait un T au fond de l'eau et qu'on avait changé les repères. Ils ne se sont pas rendus compte. C'est extraordinaire quand même. Alors qu'ils sont tout le temps dans l'eau, quoi. 2 fois par jour. Enfin, voilà, moi j'étais bluffé. Et après, quand je vous dis les contraintes individuelles, elles agissent différemment, on avait un nageur qui était myope et qui me disait, moi de toute façon c'est vite fait, le mur je le vois pas, donc je le prends pas en compte. Donc je regarde d'abord le T, et puis quand j'arrive près du mur, là je le vois, donc je regarde le mur. Donc vous voyez, c'est extraordinaire comme exemple. À un moment donné, oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contrôle perception-action, c'est un contrôle online. Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut prédire, on peut prescrire, on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a des choses qui se passent dans la prospection, online, en temps réel. Ça veut dire que moi, ça me convainc sur le fait qu'on interagit continuellement, quoi. Et on explore continuellement. Alors juste une considération méthodologique, on a fait exprès de prendre des distances inférieures à la taille d'un bras pour éviter que le nageur régule par un coup de bras en plus ou un coup de bras en moins. Ça veut dire qu'il est obligé d'adapter différemment, sinon ça aurait été trop simple. Autre test qu'on avait mis en place, c'était la perception qu'il pouvait avoir des distances. C'est-à-dire qu'on l'a mis yeux fermés, il ouvre les yeux, on l'a mis à différentes distances du mur, et on lui a dit, d'après toi, le mur, il est à combien? 4 mètres, 5 mètres, 4 mètres 50, etc. On a joué sur des tranches de 30 cm, et on a vu des écarts assez importants avec la réalité. Approche structuraliste. Okay, on lui demande de percevoir et de nous estimer les propriétés de ce qu'il voit. Approche fonctionnelle, on lui a dit maintenant, tu recules là,
et on va mettre le cône, le plot à l'endroit où tu étais placé pour estimer la distance. Et tu vas nous dire combien de coups de bras tu penses nécessaires pour arriver au mur. Donc on est déjà un peu plus fonctionnel, c'est-à-dire on est dans les actions qu'il doit réaliser pour faire son virage plutôt que la distance qu'il doit réaliser. Il nous disait par exemple 4 coups de bras, voilà. Et ensuite, on lui refermait les yeux, on l'envoyait en arrière, on lui disait bah, maintenant tu vas le faire. Approche très fonctionnelle, puisque la question c'était de vérifier si le nombre de coups de bras qu'il faisait était celui qu'il avait prédit. Donc vous voyez, apprendre des connaissances aux élèves sur percevoir des distances, etc., c'est bien, mais à un moment donné, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils le fassent correctement, le virage. Donc c'est le nombre de coups de bras et c'est les actions qu'il va réaliser qui nous intéressent. Donc voilà, je ne suis pas là pour vous dire ça c'est mieux, je suis juste là pour vous dire que apprendre des connaissances aux élèves, comme nous disent les textes institutionnels, c'est très bien, mais étant obligé de faire ça pour avoir une approche fonctionnelle, notamment de la technique. À un moment donné, je pense que ce qui se fait dans... alors, c'est sûr que les objectifs éducatifs qui sont poursuivis peut-être dans le club ne sont pas les mêmes que ceux qui sont poursuivis au niveau scolaire. Mais bon, voilà. Ah oui, juste pour vous dire quand même que on avait fait attention de mettre une plaque sur la ligne 1 pour pas qu'il prenne un autre repère et de mettre verticalement ici un cache pour éviter qu'il voit les autres lignes parce que les nageurs sont quand même malins. Et vous voyez qu'ici on avait camouflé un petit peu l'ensemble. Bon, j'avais une vidéo. Fred, tu vas être content. Si elle veut bien passer. Ça a l'air d'être efficace. Hein. Donc voilà, juste pour vous montrer. On va enlever ça. Donc voilà, on déplaçait comme ça le T, toc, on ajustait. Et entre chaque essai, du coup on avançait, on reculait. Ce qui fait que le nageur n'avait jamais les mêmes contraintes à prendre en compte. Du coup, l'expertise. La définition classique de Johnson, c'est la vitesse fois la précision, fois l'économie, fois l'adaptabilité. Et ben, je pense ce qu'on n'a pas assez exploré pendant un certain nombre d'années de recherche, c'est cette question de l'adaptabilité. Et pour moi, l'adaptabilité, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que le rapport qu'on a entre la flexibilité du comportement, adaptable mais sans modification interne, et stabilité, c'est-à-dire la robustesse. Donc la flexibilité, la variabilité fonctionnelle et adaptative. Et la stabilité, la robustesse à une perturbation qu'on peut évaluer par le temps de relaxation, c'est-à-dire le temps qu'un système met pour revenir à l'état initial. Je suis très bien, on me perturbe, je fais autre chose, on relâche la perturbation, combien de temps je remets pour revenir à l'état initial? Vous apprenez une nouvelle habileté à un nageur, vous voulez voir s'il l'a stabilisé, vous le perturbez, vous regardez s'il est facilement perturbé ou pas et combien de temps il met pour revenir à l'état initial. Voilà, moi ça me semble hyper intéressant. Par exemple, dans une course, on peut observer une variabilité locale pour une stabilité globale. Les variations d'allure dans une course, le but c'est quand même de gagner, donc à un moment donné on sait que la stabilité c'est l'économie, hein. Vous êtes dans une voiture, vous accélérez, vous freinez, vous consommez de l'essence, vous roulez à vitesse constante, ça va mieux, ouais, sauf que des fois la variabilité locale elle peut servir à une stabilité globale. Au final, il n'y aurait pas un seul mode de coordination expert en référence à un modèle biomécanique qu'il faudrait imiter, l'expertise résiderait plutôt dans la capacité d'adaptabilité. L'expert, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est stable quand il faut et flexible quand il faut. Ce qui reste à déterminer, c'est quand il faut. et ça, c'est pas moi qui vais vous le dire aujourd'hui. Parce que c'est in situ. Hein. Donc souvent, ce qu'on appelle fonctionnel et adaptatif, c'est quoi? Eh bien, c'est l'efficacité, c'est-à-dire c'est la perf. Hein. Ce qui vous dit qu'un comportement qui est différent est acceptable, c'est parce qu'il est encore performant ou efficient. Voilà, il y a une question d'économie derrière. Alors, bon, voilà, une petite image une illustration d'un nageur en brasse, une illustration d'un débutant. Hop, voilà, un débutant en brasse. Bon, je crois qu'on arrive à peu près tous à voir ce qui se passe. Il y a un petit schéma en haut. L'expert, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, à l'intérieur d'un cycle de nage, à peu près 2 secondes, est capable de dissocier propulsion-glisse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il glisse avec un train pour être aligné, il se propulse avec l'autre train, pareil pour les jambes comme pour les bras. Tandis qu'à un autre moment, il groupe les retours et il est capable de glisser. Le débutant, vous avez vu sur la diapo de gauche, c'est quelqu'un qui fait un petit peu l'accordéon, c'est-à-dire que quand il accélère avec les jambes, en même temps, il freine avec les bras parce qu'il les ramène vers l'avant, et inversement. Donc, la question qui se pose, c'est... donc la première question que je posais, hein, j'essaie de répondre à cette question de flexibilité, de stabilité. La première question, c'est, pour moi, l'expert, c'est quelqu'un qui a une meilleure flexibilité face aux contraintes. Quel type de contraintes? Eh ben, l'expert exploite mieux les forces externes et internes
donc comme Archimède, la gravité, les résistances à l'avancement, et puis globalement l'ensemble des contraintes. Voilà, une organisation de la coordination qu'on a pu évaluer, qui sont tout à fait efficaces. L'expert a des propulsions dissociées, l'expert a des retours simultanés parce que ce sont des temps négatifs, l'expert glisse quand il accorde une extension. Bon, je ne vous apprends rien sur ce que c'est qu'un expert. Par contre, quand on regarde, bon, ça c'est comment on l'a mesuré, l'angle du coude, l'angle du genou en brasse, on a regardé le couplage de ces deux angles, et la courbe, qu'est-ce qu'elle nous indique? C'est que quand on est proche de zéro, ces actions se font ensemble, on dit qu'on est en phase. Quand elles sont dissociées, proches de moins 180 ou de plus 180 selon l'oscillateur qui est en avance, eh bien on nous dit qu'ils sont en antiphase. Ben, vous voyez très bien qu'un expert, c'est quelqu'un qui est flexible, puisqu'il varie ses modes de coordination. En gros, si je glisse bras et jambes en extension, et si le début du cycle commence quand il est en maximum de flexion, donc il va filer comme ça, et pour arriver à cette position-là, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, on regarde un débutant, vous voyez qu'il est plutôt avec des valeurs qui sont proches tout le temps de zéro, parce que quand il fait ça, en même temps, attendez, je me mets dans la peau de débutant, non pas que je suis expert, mais donc il fait ça, voilà, il fait l'accordéon. Donc plus ou moins, hein, ça peut être plus ou moins simultané. Du coup, on a essayé d'identifier ça. Et donc on identifie deux modes de coordination chez le débutant, des modes qui sont inefficaces en termes de propulsion, mais qui peuvent répondre, comme je vous disais tout à l'heure, hein, si on a la focale non pas de l'entraîneur, mais des préoccupations du nageur, qui peuvent répondre à des besoins de sustentation, et qui sont simples en termes de contrôle moteur. Pourquoi ils sont simples? Parce que la superposition de deux phases contradictoires, qu'on a appelé l'accordéon, et que vous avez ici, hein, des extensions simultanées, des flexions simultanées, qu'on pourrait résumer par ce graphe, avec des overlaps partiels, mais qui peuvent être totales, répondent à un principe simple de contrôle qui est l'isocontraction. On fait des contractions simultanées, des flexions simultanées, des extensions simultanées. Rappelez-vous le truc de Kelso sur la coordination bimanuelle. Deuxième mode de coordination qui existe, c'est la coordination de deux propulsions, et qu'on voit. Alors souvent on voit quelque chose de partiel, ce serait l'essuie-glace, hein, tout va vers l'avant, tout va vers l'arrière. Et ce qu'on a l'habitude de voir, c'est le X, à tel point que des fois, alors à haut niveau, ça se fait. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'à haut niveau, il y en a qui le font, en brasse. Alors peut-être pas autant que ça, mais à un moment donné, quand on va très vite et qu'on sprint, on ne glisse pas. Hein. Alors pas avec ce degré d'overlap peut-être, mais du coup chez le débutant, c'est ce qu'on voit. Ça amène des désorganisations par la suite. Comment on pourrait expliquer ça? Cette fois, c'est un principe d'isodirection, c'est-à-dire c'est facile de tout envoyer vers l'avant et de tout envoyer vers l'arrière. Donc ce qui guide finalement nos mouvements, souvent c'est quoi? De faire des actions simultanées, c'est plus facile. De faire des actions complètement dissociées, c'est plus facile que de faire des overlaps partiels, surtout quand c'est des actions différentes. Vous connaissez tous le truc de je tourne ici, je tape là, à un moment donné on tourne des deux côtés ou on tape des deux côtés, quoi. Et on le fait ensemble. Bon voilà, c'est ce qui explique le comportement du débutant. L'expert, faut qu'il dissocie partiellement. C'est compliqué, hein, une coordination experte. Donc ça se construit. La question ensuite, c'est comment on le construit. La flexibilité, donc je vous disais, comportementale, elle se fait en relation avec les contraintes de tâche, et en l'occurrence, la vitesse. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que la vitesse de nage impacte sur la capacité à être flexible au niveau de la glisse, et un expert, c'est quelqu'un qui glisse plus ou moins longtemps. Et il y a des très bons travaux de Didier dans les années 2000 sur le crawl. Vous connaissez sans doute très bien que, en gros, en termes de coordination, on peut faire du rattrapé, on peut être en opposition, on peut être en superposition, et que c'est intimement lié à la vitesse de nage. Voilà. En brasse, on voit la même chose. Et alors, on a fait une petite expérimentation intéressante avec Grégoire Millet pour tester le degré de flexibilité d'un nageur. Donc, au lieu simplement d'être dans de l'observation, on les a instruits, c'est-à-dire on leur a demandé de glisser le plus possible, de glisser le moins possible, en nageant à 80% de leur VMA. Sur un test de 300 mètres, on a pris la VO2, la VO2 et on a calculé aussi avec les lactates la dépense énergétique, enfin le coût énergétique de locomotion pour être plus précis, et on a évalué aussi les variations de vitesse instantanée du centre de gravité. Qu'est-ce qu'on voit? Trois types de courbes. On voit simplement comment le nageur adapte pour la gauche l'angle, les variations angulaires des bras, les variations angulaires des jambes, avec ce qui est important de remarquer, donc, qui correspond au but de la tâche, des variations de glisse, mais aussi surtout des variations de pente
des variations de pente dans la façon de réaliser une propulsion, c'est-à-dire une flexion ou une extension, ce qui amène des changements, pas seulement dans la glisse, mais aussi des changements dans la propulsion. Du coup, ça veut dire que quand on demande à quelqu'un de varier sa glisse, au maximum de ce qu'il peut et au minimum de ce qu'il peut, il ne fait pas que varier la glisse. L'expert, il est aussi capable de varier ce qu'il fait pour se propulser. Et comment ça se voit? Ça se voit sur le résultat. Sur le résultat, c'est-à-dire les variations de vitesse instantanées ici, en brasse, vous savez que c'est là où il y a le plus de variations de vitesse instantanées, avec 2 pics propulsifs, un pour les jambes au début, un pour les bras ensuite. Et bien vous voyez que quand il va à freely chosen, donc ça veut dire il choisit son allure, son degré de glisse, la courbe noire qui est au milieu, quand il glisse le moins possible, vous voyez la courbe grise, moyennement, c'est là où il a le moins de pertes de vitesse instantanée, alors que la courbe en pointillé, c'est là, quand il glisse le plus, où il a le plus de pertes en termes de vitesse. Donc, moi, ça m'a questionné, parce que je me suis dit, est-ce qu'il faudrait dire aux nageurs de jamais glisser? Et que quand ils nagent lentement, de réduire la vitesse pendant la propulsion? Oui, en termes de contrôle moteur, ça me questionne. Parce que dans la pratique, c'est pas du tout ce qu'on observe. Oui, sauf que dans la pratique, ce qu'on veut, c'est d'abord être performant et ensuite être efficient. Donc voilà, quand vous disiez hier, n'empêche que mon nageur, moi je veux qu'il soit efficient sur un 100 mètres, la relation efficacité-efficience, et du coup, qu'est-ce qu'on peut accepter en termes de flexibilité dans le comportement, c'est une question hyper intéressante, en tout cas pour un chercheur, mais aussi, je pense, pour un entraîneur d'un point de vue pratique. Donc l'exemple que je vous disais avant, c'était sur le crawl, comment on l'a mesuré par l'index de coordination. On a regardé tout simplement l'écart temporel qui est entre 2 propulsions, avec une définition assez macro de début et fin de propulsion. Quand le bras commence la propulsion, qui va vers l'arrière, quand il sort de l'eau. On arrive à avoir des indicateurs simples pour appréhender des phénomènes de flexibilité de la glisse, ou en tout cas de l'écart temporel entre 2 propulsions. On a fait le même type de... Donc on a testé la flexibilité de cette coordination, donc c'est des travaux qui sont un petit peu anciens maintenant, qui datent de 2007, sur... on fait un test incrémenté à différentes allures de nage, avec 3 types de populations, G1, les carrés noirs, les experts, des hommes, et ensuite quand on descend de G2 à G3, tout le temps des gars, mais de moins en moins experts. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que donc, en abscisse, la vitesse en ordonnée, l'index de coordination, négatif, rattrapé, 0, opposition, positif, superposition, et bien on voit que la plus grande flexibilité des experts leur amène à passer d'un mode de coordination à un autre en fonction de la vitesse. Et du coup, moi, ce qui a attiré mon attention, c'est le fait qu'ils soient capables de passer d'un mode de coordination à un autre, à un certain type de vitesse. Or, c'est corroboré par le fait que les résistances de vagues deviennent très importantes à cette vitesse-là, et que ça correspond aussi à des fréquences gestuelles autour de 56 minutes. Donc il semblerait qu'à une certaine vitesse de nage, on ait un certain type de coordination, et ça corroborerait aussi un certain type de fréquence gestuelle. Maintenant, la question de savoir si quand on dit à un nageur tu vas faire de la superposition, il est capable de le faire, oui, il peut peut-être le faire, mais s'il passe à travers l'eau, il sera peut-être pas capable d'aller à 1,8 m par seconde. Donc moi, pareil, me focaliser sur le comportement, ça me pose problème, me focaliser sur les contraintes environnementales qui amènent ce comportement, ça m'intéresse. Parce que quand on focalise sur le comportement, sur les moyens, sur comment faire, on n'est pas sûr d'arriver au résultat. Par contre, focaliser le nageur sur le résultat, on peut espérer qu'il trouve la façon de s'auto-organiser pour arriver à ce résultat. On peut espérer. Je n'affirme rien. On peut demander aux nageurs d'adopter un type de comportement, ou en tout cas de chercher à l'adopter, évidemment. Je vais revenir sur cette question des instructions verbales ensuite. Deuxième point que je vous proposais, c'était que les nageurs experts sont ceux qui ont la plus grande stabilité de la coordination face à une perturbation. Donc là, j'ai eu l'occasion de partir en Nouvelle-Zélande, travailler avec des collègues dans un flume, qu'on a fait nager à différents pourcentages de leur vitesse max. Et le test, c'était 15 cycles nagés au-dessus d'une marque noire au fond de l'eau. Ensuite, il est tiré vers l'arrière d'1 mètre. Il doit revenir le plus vite possible à la marque. Évidemment, il ne doit pas résister pendant qu'on le tire vers l'arrière. Puis il continue à nager 15 cycles. La question, c'était de savoir combien de temps il mettait pour revenir à la marque. On a utilisé un dynamomètre qu'on a mis sur le câble pour savoir la force appliquée. On a utilisé une caméra pour vérifier le recul du nageur. Voilà. Une petite vidéo. Alors là, pour le coup, j'ai pas retrouvé un expert, donc ce sera un non-expert. Juste pour vous montrer, voilà, vous voyez le flux d'eau défile, la nageuse est au-dessus de la marque, et tout d'un coup, on voit le pic en bas, elle a été tiractée vers l'arrière, maintenant elle doit revenir. Bon, sur un nageur non-expert, c'est difficilement perceptible de voir comment elle change sa coordination. Sur un nageur expert, on voit que déjà ça prend moins de cycles,
et en plus, il revient plus vite à la marque. Et du coup, ce qui m'a intéressé, c'est pour moi, qui ne suis pas entraîneur, la question c'était est-ce que l'expertise est seulement liée aux nageurs de compétition? Parce que quand on regarde des nageurs de synchro, quand on regarde des poloistes qui vous font 2 coups de brasse et 2 mouvements ou 3 mouvements de crawl, à quelle vitesse ils réagissent pour aller chercher un ballon, je me dis, tiens, est-ce que l'expertise dans le milieu aquatique, et pas dans une ligne d'eau avec un but finalisé d'aller le plus vite possible, est-ce que l'expertise, on ne pourrait pas la retrouver de façon plus marquée chez des nageuses de synchro ou chez des poloistes? C'est-à-dire l'expertise dans cette tâche, c'est-à-dire réagir à une perturbation. Et donc on a testé aussi ce type de population. Je ne vais pas présenter tous les résultats, juste pour vous montrer qu'à un moment donné, l'expertise, ce qui est intéressant, c'est de voir que pendant la perturbation, il y a bien un changement de fréquence gestuelle, et ça aux différentes vitesses, mais que avant et après l'expertise, avant et après la perturbation, par contre, on a des comportements qui sont à peu près similaires. Du coup, quand on regarde le comportement cette fois, on se rend compte que le nombre de cycles nécessaires pour revenir à la marque, donc la ligne noire, est en adéquation avec le nombre de cycles qu'il faut pour revenir à la coordination initiale. Vous voyez, 3 cycles pour revenir à la marque, 3 cycles pour revenir à la coordination initiale. Et par contre, ce qui est rigolo, c'est de se rendre compte qu'il y a des différences quand on prend non pas le système, bras-jambes, mais quand on prend que les bras ou que les jambes. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, ce qui régule la coordination chez un nageur, pour certains, ça va être plutôt les bras, pour d'autres, ça va être plutôt les jambes. C'est-à-dire les ajustements, ils ne les font pas au même moment. Par contre, ce qui est génial, c'est de voir qu'ils sont capables de revenir assez vite au comportement initial. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est de se rendre compte que plus on augmente la contrainte, c'est-à-dire la vitesse de nage imposée, plus on a de la variabilité interindividuelle. Regardez pour la ligne noire, 0,5 l'écart type, à la fin 3,2. Ça veut dire que malgré tout, même s'ils sont experts, tout le monde n'y arrive pas avec le même pourcentage de réussite, quoi. Bon, je vais passer sur l'exemple. Et je vais terminer sur cette dernière partie, c'est-à-dire la relation expertise des pédagogies non linéaires. La grande variabilité intra- et interindividuelle concernant la coordination motrice concerne tant la coordination motrice que les membres eux-mêmes, amène à réfléchir sur son rôle fonctionnel et adaptatif, plutôt que de voir nécessairement une défiance au modèle expert. Bref, un écart qu'il faudrait réduire pour tendre vers le comportement expert. Pour moi, l'atteinte de l'expertise, ce n'est pas une réduction d'écart, c'est un chemin individuel. Ça veut dire qu'on peut considérer qu'il y a un modèle vers lequel il faut tendre, mais je ne suis pas persuadé que ce soit l'imitation pure et dure, par la réduction d'écart, qui soit la plus intéressante. Du coup, c'est une proposition. L'entraînement et l'apprentissage pourraient-ils être considérés comme un processus non linéaire entre causes, les consignes que l'éducateur donne, voire la quantité d'apprentissage et les conséquences, c'est-à-dire l'amélioration du comportement. Ne serait-il pas utile d'utiliser une pratique variable pour casser la routine, insérer dans l'entraînement des perturbations obligeant le nageur à s'adapter, proposer des situations problèmes invitant à l'exploration, plutôt que délivrer automatiquement des prescriptions, des solutions dont l'entraîneur ou l'enseignant serait persuadé? Ne peut-on pas proscrire et déstabiliser le comportement actuel pour obliger à chercher une solution ailleurs? Cet après-midi, il y aura la présentation de John Comin qu'on a eu en thèse avec Didier, qui a un travail de thèse fantastique sur cette problématique de l'exploration. Ce que je propose du coup, c'est un modèle, bon, voilà, comme tous les modèles, ça c'est limite, un modèle en sablier qui dirait qu'en gros, quand on est non-expert, quand on débute, on explore dans tous les sens, et du coup, il y a plein de comportements débutants observables. On a tendance à converger vers un type de comportement, c'est-à-dire il y a des traits communs qui nous amènent vers l'expertise, et qu'au niveau élite, si on veut exploiter la richesse des propriétés, des contraintes individuelles, eh bien, il y a à nouveau de la variabilité. Bon, je vais passer là-dessus. C'est un exemple, voilà, de relation entre la gamme de vitesse qu'a un nageur et la gamme de coordination qu'il a, où la question, c'est, à un moment donné, moi ça m'intéresse de poser ça comme question d'entraîneur, c'est comment... On a des nageurs qui font du 100-200, on a des nageurs qui font du 150. Puis on a des nageurs, ils font du crawl du pape, ils font du crawl du dos, ils font du 100, mais ils font du 800, et ils gagnent. À un moment donné, c'est quoi l'expertise? Est-ce que c'est être hyper spécialiste dans un truc, donc la stabilité dans un mode de coordination, dans une technique, ou est-ce que c'est justement cette capacité d'adaptation, la flexibilité, c'est-à-dire quand on gagne sur 100 et quand on gagne sur 800, enfin, ça questionne le transfert d'habileté, quoi. Qu'est-ce qu'on transfère
quand on est capable de gagner dans 2 distances différentes, où au niveau physiologique, énergétique, c'est pas les mêmes filières, au niveau musculaire, c'est pas les mêmes, c'est pas la même chose. Du coup, me questionner sur l'expertise revient à me questionner sur le savoir nager. Voilà. Et pour moi, ça dépasse la problématique évidemment de la natation de compétition. Bon, je vais passer parce que j'ai plus le temps et je vais conclure. À droite, c'était des experts, à gauche, c'était des non-experts. Vous voyez que quand on met 24 experts d'un côté et 24 non-experts de l'autre, on voit des profils de débutants différents. J'avais analysé ces profils, je vais passer là-dessus. Ça, John vous le présentera, c'était juste pour vous dire qu'à un moment donné, pourquoi on parle de l'apprentissage comme un processus non linéaire? C'est parce que entre le comportement du débutant, donc ce sont les clusters, vous voyez, on a identifié 11 clusters, c'est-à-dire 11 patterns de débutants. Et bien entre le comportement au départ de l'apprentissage, les pointillés représentant des séances d'apprentissage, il y en avait 16. Et chaque point représentant un cycle de nage. Et bien qu'est-ce qu'on voit? On voit au début d'apprentissage, il utilise un pattern, le 2, peu importe ce que ça représente, le 2. En fin d'apprentissage, il est sur le 11. Et entre les deux, vous voyez qu'il visite d'autres patterns, qu'il abandonne par la suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, pour arriver à l'état final, il ne suffit pas de s'en rapprocher. On visite des fois des états intermédiaires qu'on va abandonner par la suite. Comment vous expliquer qu'en ski, on apprenne le chasse-neige, alors qu'à la fin, on skie parallèle? Je vous rappelle quand même que dans les années 60, il y a un mec qui s'appelait Joubert et qui disait non, il faut apprendre parallèle dès le début. C'est-à-dire qu'il faut apprendre le mode de l'expert dès le début. Nous, on leur apprend à skier en chasse-neige et ensuite, ils font du parallèle. En natation, qu'est-ce qu'il faut apprendre? Moi, ça me satisfait de dire qu'on peut apprendre des modes de coordination qui ne seront pas satisfaisants au final, mais qui seront un marchepied pour la suite. Voilà, c'est un débat à discuter, je suis ouvert à la discussion. Donc pour conclure, ce qui me semble intéressant, c'est de dire la pédagogie pour moi, je la vois plutôt implicite, favorisant l'exploration. Donc donner des problèmes, c'est-à-dire proscrire pour déstabiliser, plutôt que donner une solution. Donc une instruction à suivre, hein, où vous prescrivez ce qu'il faut faire. Donner des instructions, si vous donnez des instructions, je pense que c'est plus judicieux de donner sur le but à poursuivre plutôt que sur les moyens à mettre en œuvre. Et si vous donnez des instructions verbales qui malgré tout portent sur le comportement, ça me semble intéressant de favoriser les instructions globales telles que des analogies. Tu glisses comme une torpille, comme Superman, enfin bon, on peut être plus précis évidemment. À condition de laisser une marge de manœuvre individuelle pour la production de la réponse. Et du coup, je suis plus favorable à manipuler des contraintes de tâches et environnementales pour déstabiliser et favoriser l'exploration sans excès de guidage, parce que vous créez de la dépendance. Du coup, s'il faut faire plus simple pour un nageur, je pense qu'il vaut mieux être dans la simplification que dans la décomposition, parce que ça permet de garder une représentativité écologique qui va favoriser ce couplage perception-action, plutôt que les effets néfastes de la décontextualisation, qui des fois n'a même pas de sens pour l'élève. Je vous remercie de votre attention. En tant que président de séance, 2 petites réactions. La première, bon, c'est bon, je peux partir à la retraite. Bon vent, Ludo. La deuxième, sur une première petite réaction, je voudrais rappeler aux différents collègues ici, c'est que dans les activités locomotrices, la plupart des activités locomotrices ont des contraintes naturelles qui permettent d'explorer justement ces différentes contraintes. Je prends par exemple la course à pied. Eh bien, un entraîneur peut très bien à un moment donné faire de la course en pente, montante, à plat ou en descente. Particulièrement dans la logique du ski de fond, eh bien justement les contraintes de coordination quand on est à plat et qu'on glisse, on va dire, à une contrainte normale, à des vitesses plus ou moins élevées, et qu'on met une pente montante, parce que dans les contraintes du ski de fond, il y a des parties montantes, on change de coordination, et quand on est en descente, évidemment, on augmente les temps de glisse, etc. Alors là où ça se complique beaucoup plus, c'est en vélo. Pourquoi? Parce qu'il y a les changements de vitesse, les changements de plateau, ce qui fait que même avec des contraintes, par exemple de pente montante, pente descendante, eh bien, on a d'autres contraintes qui sont le changement de vitesse. Donc, en natation, quand on les a naturellement, par exemple les courses de longue durée ou en milieu naturel, en particulier triathlon, mais aussi maintenant natation longue distance, eh bien, on a ces contraintes, on va dire, de type naturel. Les contraintes aussi de drafting où on est derrière quelqu'un ou devant quelqu'un, évidemment,
amène tout un tas de contraintes complémentaires qui ne sont pas habituelles dans la locomotion traditionnelle, mais je crois que les grandes logiques des entraîneurs qui réfléchissent un peu, c'est justement, on a parlé de parachute, on a parlé de contraintes de palme par exemple, ou et d'élastique, dans un sens de freinage ou et dans un sens de traction, qui amènent obligatoirement ces contraintes qui sont totalement naturelles en ski de fond, totalement naturelles en athlétisme, mais qui ne l'étaient pas habituellement en natation. Alors le flume, enfin, on en reparlera à un autre moment. Voilà, c'était une première réaction pour bien montrer cette logique des contraintes. Alors, qui souhaite la parole? On va décaler la séance, bien évidemment. Il n'y a pas de problème, on prend une dizaine de minutes. Philippe est là. Est-ce qu'on pourrait avoir un micro? Ouais. Un micro parce que c'est enregistré, hein, si j'ai bien compris. Et donc, les questions me semblent extrêmement intéressantes. L'apprentissage, c'est l'art de la répétition, même si on n'est pas obligé de répéter tout le temps pareil. Donc à chaque fois, c'est plus abouti, ou alors c'est moi qui comprends de mieux en mieux, je sais pas, mais en tout cas, merci. Alors j'ai plusieurs questions. La première, c'est et Frédéric, dans la présentation de cet après-midi, va montrer qu'au cours d'une phase d'apprentissage, il y a un vrai réaménagement des représentations. Par exemple, nous, on a organisé une phase d'apprentissage des ondulations sous-marines sur 8 semaines. Donc on a observé à la fois une réorganisation de la cinématique, des vitesses, des fréquences, des amplitudes, mais aussi une réorganisation des représentations et des sensations des nageurs. Et Didier Delinière intègre les représentations conscientes dans le système de contraintes internes qui pèse sur l'individu. Donc la première question, c'est ce que tu l'as assez peu souligné, c'est-à-dire quel est le rôle des représentations dans le système interne de contraintes de l'individu. Ça, c'est la première question. La seconde, c'est, et je voudrais revenir un petit peu sur le modèle, sur les modèles de planification qu'a présenté Grégoire hier. Mon hypothèse, c'est que les modèles de périodisation que l'on observe sont des artefacts. Pourquoi des artefacts? Parce que je crois que les athlètes dans les différents sports s'entraînent le plus là où ils performent le mieux. Nous, on a analysé donc 300 nageurs sur 20 ans et on est complètement sur un modèle dit au seuil, c'est-à-dire avec 40% en dessous du premier seuil, 45% entre les deux seuils et puis 15% au-dessus du second seuil. Et pour moi, ce ne sont pas des raisons physiologiques qui conduisent à observer cela, c'est parce qu'en dessous de 2 millimoles, en gros, les nageurs, ils se nagent dessus, ils nagent mal, ils ne savent pas nager, et puis comme on nage avec les bras et pas avec les jambes et que les bras sont fatigables, au-dessus de 4-5 millimoles, on fatigue et on dégrade très très rapidement, et donc ce sont des zones, et les zones dans lesquelles on passe le plus de temps, ce sont les zones au seuil. Pas pour des raisons physiologiques, mais parce que c'est là où l'on nage le mieux. J'arrive à la seconde question. Si on compte tout le temps son nombre de coups de bras comme système de contrainte, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'on va compter en permanence son nombre de coups de bras dans l'entraînement que l'on réalise le plus. C'est-à-dire 80% en dessous de 4 millimoles. Ça veut dire à des vitesses lentes. Ça veut dire que 80% de l'entraînement, on va compter son nombre de coups de bras à des vitesses lentes ou à des vitesses inférieures à 4 millimoles. Et donc, est-ce que l'on n'aurait pas intérêt à explorer un système de contraintes qui consisterait à tester les différents tempos ou les différentes zones de fréquence, c'est-à-dire 40, 42, 44, 48, comme on l'a fait à l'INSEP, ce qui nous amènerait à explorer une marge et un éventail de contraintes beaucoup plus large. C'est la seconde question. Bon, je vais essayer d'aller vite parce que quand même on n'a pas trop de temps. Et puis qu'on a déjà eu des fois des éléments de discussion de l'autre côté. Donc première question sur les représentations. Les aspects cognitifs peuvent être des contraintes. Je veux dire, c'est juste que... Alors, il y a deux niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est que dans les approches écologiques, on postule que ces éléments-là
n'interviennent pas de façon prescriptive dans l'organisation du mouvement. Ça ne veut pas dire qu'ils n'interviennent pas, mais ça veut dire qu'on ne focalise pas l'individu là-dessus, d'une part, et deuxièmement, qu'on assume que ça passe par autre chose. Maintenant, si tu demandes à quelqu'un de se focaliser là-dessus, c'est différent, c'est un focus attentionnel tel que c'est proposé ici. Et du coup, les propositions qui sont faites dans les approches écologiques, c'est de dire, et sur la base de littérature en plus plutôt connotée collectiviste, les travaux de Woolf, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'un focus externe, c'est-à-dire se focaliser sur les effets du mouvement, amène généralement à un meilleur niveau de performance que des focus internes, c'est-à-dire se focaliser sur la forme du mouvement. Voilà, donc ça veut dire qu'à un moment donné, si tu demandes à quelqu'un de se focaliser sur les représentations mentales qu'il a quand il fait le mouvement, ben, il risque d'être bon parce qu'il s'est focalisé là-dessus. Maintenant, si c'est ça que tu veux, ben, très bien. Mais si ce que tu veux, c'est pas l'organisation du mouvement, mais c'est ce qui en résulte, ben, du coup, il faut focaliser le nageur là-dessus, quoi. Les sensations, pour moi, elles ne sont que dans l'action. Donc, quand tu me dis ils améliorent ses sensations, oui, sans doute. La perception qu'il a de ses sensations, sauf que la perception qu'il a de ses sensations, elles sont situées. C'est-à-dire que c'est les sensations qu'il a dans l'action. L'amélioration de ses représentations, je veux bien, mais c'est comme les limites qu'on attribue à la verbalisation. Ça reste des perceptions, quoi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que le nageur fait. J'ai des discussions en ce moment qui sont animées avec des radicaux de la psychologie écologique et qui disent, nous, les affordances, c'est pas ce qui est potentiel, c'est ce qui est actualisé, c'est ce qui est fait, quoi. Donc, très bien s'il se représente. Mais moi, à la rigueur, ce qui m'intéresse, c'est comment agir sur les contraintes intentionnelles pour savoir quel est le meilleur focus attentionnel, mais pour le résultat, quoi. C'est-à-dire pour l'effet du mouvement. Voilà. Donc, ça, c'est mon élément de réponse pour la première question. La deuxième question, sur les gammes de fréquences, ben, là encore, je ne vais pas botter en touche, mais je vais dire, ça dépend ça dépend du but de la tâche, quoi. Si le but de la tâche, c'est véritablement que la personne soit flexible, eh ben, il faut du coup tout mettre en œuvre pour qu'il ait cette flexibilité. Donc, développer entraîner à des grandes gammes de vitesse, entraîner à des grandes gammes de fréquences. Si maintenant, ta question, c'est de dire, tiens, je me rends compte que mon nageur, il y a des gammes de fréquences auxquelles il n'arrive pas à nager. C'est-à-dire, il nage très bien à 30 de fréquence, 40, il nage très bien à 60, puis à 50, ça se passe pas, il n'y arrive pas, ou il n'est pas efficace, et que il te semble que les autres nageurs font ça, parce que tu as fait ta analyse de course, et que tu te dis, bah tiens, j'aimerais bien qu'il essaye, ça peut être un point à investiguer, effectivement. Alors après, la relation avec les zones d'intensité, j'en sais rien, parce que la périodisation, c'est quelque chose, et ce que la nageur fait ponctuellement, c'est autre chose. La seule expérience que j'ai pu remarquer, et qui me semble valider l'intérêt de faire ce type de recherche sur le répertoire gestuel en termes d'habileté, de fréquence et sur les répertoires de vitesse, la seule chose qui me semble intéressante, c'est à l'époque, j'ai eu la chance, quand le Québec a arrêté d'entraîner à Strasbourg, d'entraîner un petit peu Guy Noël Schmitt. Et lors des interclubs, on ne l'avait pas fait nager à 1500, mais on l'avait fait nager sur 200. Et en fait, il avait fait une super bonne perf, sauf qu'il était parti à 65 de fréquence. Donc il s'était cramé, il n'avait pas bien fini. Et on s'était rendu compte ensuite à l'entraînement qu'il savait nager avec des basses fréquences, avec des très hautes fréquences, mais entre les deux, il ne savait pas. Donc il faisait du 45, il faisait du 65, mais 50, il n'arrivait pas. Donc effectivement, pour moi, c'est une question hyper intéressante de savoir si la personne, elle sait tout faire. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce qu'on doit lui apprendre ça? Ou si pour un événement donné, il est dans le standard. Et est-ce qu'il doit être dans le standard? Après, la question, c'est l'expertise de l'entraîneur. Est-ce qu'il est bon quand il fait autre chose que ce que les autres font? Donc tu vois, la réponse, elle n'est pas... Là, je pense que c'est l'entraîneur qui savent. Nous, on fait de la recherche, donc on a fait cette expérience. Juste une réflexion par rapport à ton exposé tout à l'heure, et pour répondre peut-être partiellement à la question, c'est le changement de repère dans le bassin pour l'approche au mur. Je crois que justement dans les représentations, il y a le nageur qui va vers le mur et il y a le nageur qui rencontre le mur. Donc dans les représentations, voilà, je crois qu'on est là. Il y a ceux qui sont centrés sur l'activité, mais uniquement dans leur façon de faire. Et puis il y a ceux qui se déplacent vers le mur de façon économique, en maîtrisant complètement
le style, comme disait Michel Rousseau, ou la technique. En tout cas, je crois que c'est ça. Il y a deux comportements différents, et pourtant il y a des nageurs qui vont très vite, uniquement centrés sur eux-mêmes. Ils sont dans un milieu, mais ils n'en ont pas du tout là. Ils se représentent pas dans ce milieu. Et il y a ceux qui vont vers le mur et qui ont la représentation de ce qu'il faut faire pour y aller vite, en s'économisant et en étant centrés sur ce qui se passe autour d'eux. Et là, le thé au milieu, je crois qu'il y en a certains qui l'auraient vu. Mais là, peut-être que tu l'as expérimenté avec des nageurs qui n'étaient pas encore de grands experts. C'est le pôle France à Rouen, mais plutôt junior quoi, en fait. Il n'y a plus de grands nageurs aujourd'hui. Mais en plus, ce qui est rigolo, c'est que dans ces nageurs-là, ils revenaient d'une compétition à Dieppe où le bassin, il est arrondi comme ça, c'est métallique. Et ils nous ont dit, quand on a fait la compétition, on était perdus. Parce qu'on n'avait plus cet angle droit, on n'avait plus les repères, et ils étaient perdus. Donc voilà, c'était hyper intéressant. Et après, il y a ceux qui perçoivent le mur comme un arrêt, et il y a ceux qui perçoivent le mur comme ça n'arrête pas la course. C'est comme en athlée, quand on a des gamins dans le 6e qui voient la ligne d'arrivée, qui ralentissent. Pour eux, c'est là. Ils ne perçoivent pas la piste d'athlée, ils perçoivent la portion dans laquelle ils courent. Donc voilà, les représentations, elles agissent, mais elles viennent contraindre l'interaction qu'on a avec le milieu. Elles ne viennent pas forcément l'organiser. Si je dois répondre précisément à cette question. Pour moi, les représentations mentales, elles viennent contraindre. Merci beaucoup Ludo. Une petite question, la nouveauté dans tes travaux, c'est le couplage perception-action avec le virage. Ça fait maintenant une dizaine d'années là que tu es sur les contraintes. Merci de nous avoir présenté voilà, une vision plus au-dessus, c'était vraiment très clair, merci beaucoup. Moi j'ai une question que je me pose, et je me suis toujours posé, et j'avais eu une idée de manip aussi là-dessus, c'est que dans la perception-action, une phase clé maintenant à haut niveau, c'est la touche à la fin du mur. Voilà, c'est la touche à la fin du mur. C'est comment ça, on peut pas le prévoir, je pense. Enfin, j'aimerais bien avoir un petit avis. On en discutera à la pause, qu'on n'a plus le temps. Mais comment on gère les 5 derniers mètres pour toucher le mur, parce que il y a des nageurs qui gagnent tout le temps. Donc ils savent toujours s'organiser, s'adapter à la fin dans les 3 derniers coups de bras pour toucher de la meilleure façon. Et là, je pense que c'est une phase clé, une démonstration de l'adaptabilité. Pour toi, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là, toi qui réfléchit là-dessus, à ton avis, comment les nageurs s'y prennent là, ou est-ce que tu as déjà pensé à ça? Parce que toi, tu as pensé au mur pour virer, mais il y a aussi la phase, je trouve qu'elle est peut-être encore plus, je sais pas, ça me semble encore plus instable. Voilà, merci. Tu sais, en athlée, on dit, il y a des travaux qui ont été faits sur la perception d'action, parce que moi je suis pas non plus un grand spécialiste quand même, mais il y a des travaux qui ont été faits par Gilles Montagne en saut en longueur, et qui dit qu'on n'organise pas toute la course, donc on n'organise pas toutes les foulées, mais les 3 dernières qui vont faire l'approche de la planche. Moi il me semble que les régulations, elles se font dans les 3 ou dans les 4 dernières. C'est-à-dire ce à quoi je m'attends, parce qu'on n'a pas fini d'analyser les résultats, mais ce à quoi je m'attends sur le virage, c'est de ne pas avoir quelque chose rythmé sur l'ensemble des cycles de la longueur, mais des adaptations qui se font dans les derniers cycles. J'aurais tendance à dire que, bien que le but soit différent, je m'attends à la même chose pour la touche au mur. C'est-à-dire que les nageurs, ils savent que pour toucher au mur, il ne faut pas être entre 2 mouvements et il ne faut pas glisser trop. Donc c'est à eux d'adapter. J'aurais tendance à dire sur les 3 dernières, 2 ou 3 ou 4, la question du coup c'est peut-être ça, leur cycle de nage pour toucher pile poil quoi. Et encore plus dans les activités, peut-être dans les nages simultanés quoi. Juste un complément avant de laisser la dernière question. Juste un complément pour avoir travaillé pendant 2 ans, 3 ans même avec Julien Sicot dans le cadre. Ça répond à ta question, François, s'il te plaît. Oui, donc avec Julien Sicot dans le cadre de la préparation spécifique du 50, qui a donné un certain nombre de résultats sur départ et arrivée en particulier. Eh bien, justement, si ça t'intéresse, je te montrerai. J'ai dans ma bécane un très grand nombre de vidéos sur les problèmes de temps de réaction, sur le problème de spécificité et sur tout le travail d'arrivée, c'est-à-dire arriver sur 3 mouvements, reculer sur 4, reculer sur 5 et ainsi de suite, c'est-à-dire travailler spécifiquement. Alors effectivement, c'est les 3 centièmes, les 5 centièmes qui font la différence entre une médaille, etc. Et comme d'habitude, ça ne se travaille que quand on a fait les 97% qui ne sont pas ces 3 centièmes-là. Donc travailler l'arrivée avec quelqu'un qui a une marge de progrès énorme, ça n'a pas de sens. Travailler l'arrivée avec un nageur de 50 qui s'entraîne X fois par semaine et faire
un travail de, une fois par semaine pendant 3 ans spécifique à ce type de protocole départ et arrivée, ça se justifie dans le cadre de ces fameux centièmes. Donc je crois que c'est en correspondance avec la question. Dernière question, et ensuite les autres questions pendant la pause café. Donc Ludo, merci pour ton exposé. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que tu places vraiment au centre des analyses, c'est comment on peut appréhender la variation, par exemple, des vitesses intracycles, la variabilité de la gestuelle, des coordinations et l'adaptabilité, la régulation de cette variabilité. Donc ça, c'est quelque chose de central. Ça m'interpelle en tant que physiologiste parce que évidemment, ça va impacter le coût énergétique. Je sais que tu as un certain nombre de travaux qui le confirment. Et en même temps, je me pose la question, en tant que chercheur, sur les limites méthodologiques actuelles. Si je fais un parallèle avec la course à pied, à un moment donné, on avait quelques mètres de plateforme de force. Et on sait que analyser, essayer de tirer des généralités sur quelques foulées, il y avait un nombre de limites importantes. En natation, il me semble qu'on en est encore un peu à ce niveau-là. Alors en course à pied, maintenant, on a des tapis de course instrumentés avec des plateformes de force. En natation, on pourrait dire qu'on a des flumes, mais l'un comme l'autre, ça va modifier la motricité. C'est-à-dire on ne court pas pareil sur un tapis et vraisemblablement on nage pas pareil dans un flume. Et actuellement, la plupart des études qui sont réalisées, elles sont quand même liées à des contraintes méthodologiques, des analyses vidéo qui sont que sur quelques cycles. Ouais, alors, donc les limites... un temps soit peu prudent et essayer de développer des outils avec des capteurs inertiels ou je ne sais quoi qui permettront d'avoir une vraie analyse de ce qui se passe en termes de variabilité de la gestuelle. Et puis ensuite, la deuxième question, ça c'était pour l'aspect recherche. Non, la deuxième question, c'est comment le praticien, comment le coach, il peut essayer de prendre en compte cette variabilité. Parce que là, on est sur de l'observation qui est extrêmement fine. Ouais. Quelle proposition tu peux faire pour ça? Donc très rapidement, et on discutera le reste au café. Une réponse théorique, réflexive, et une réponse méthodologique. La réponse méthodologique, c'est la plus simple. Oui, toutes les études qui ont été faites, depuis les 20 dernières années sur la 3D, c'est une cage de calibre, et donc c'est 2 cycles sur un 25 mètres. En quoi c'est révélateur du 25? Grosse limite pour moi. Les travaux actuels, et je remercie grandement les collaborations que je peux avoir avec Philippe Hellard et la Fédération, qui a investi dans les centrales inertielles, et c'est la même chose que ce qu'on est en train de faire. Pour moi, c'est exactement une approche macroscopique. C'est-à-dire qu'on ne met pas 15 000 capteurs sur un nageur, on le met à l'endroit que ça nous semble intéressant, et ensuite, on analyse tous les cycles. Je préfère analyser moins finement, mais avoir tout, que super finement, mais avoir 2 cycles. C'est pas représentatif pour moi. Le travail de John, c'est 50 000 cycles. 50 000 cycles. Donc ce qu'on vous a montré sur la dynamique de l'apprentissage, c'est 50 000 cycles. Parce qu'on avait des centrales inertielles sur les jambes et sur les bras. C'est-à-dire que pour moi, ça, c'est l'avenir, méthodo. Ensuite, la réponse plus théorique. Je vous ai dit avant, ce que je pense être l'expertise, c'est la stabilité quand il faut, la flexibilité quand il faut. Donc je pense qu'effectivement, stable 97% de la longueur et adaptable 3%, parce qu'il y a le mur, parce qu'il y a la sortie du mur, c'est peut-être ça la réalité. La question, c'est d'être d'abord capable, c'est en amont là, en fait le problème qui se pose, c'est être capable d'analyser les contraintes qui pèsent sur le système pour savoir pourquoi il risque d'être stable, pourquoi il risque de varier. Et ce qu'on n'a pas dit dans la touche au mur, c'est où sont mes adversaires. Parce que s'ils sont 2 mètres derrière, ou si on se bat à la touche, c'est pas pareil. Et dans une fraction de seconde, je sais pas, mais pour avoir discuté avec le préparateur mental et un petit peu avec Hugues Dubosc, il y avait à un moment donné cette question de savoir est-ce que quand je nage, je me focalise vraiment, je sais vraiment où est l'autre. Dubosc qui dit j'ai pas besoin de le regarder, hein, je sens quoi. Quand il avait fait les championnats d'Europe et puis qu'il y avait Isogor à côté de lui, il dit je sens où il est quoi. Je sens que je suis devant, je sens que... voilà, il y a des limites à la science, faut rester humble quoi. Sur la question des sensations, etc. Faut faire confiance aux nageurs. Moi, la chose que je dis, c'est on observe et on essaie de voir à un moment donné pour comprendre, justement, pour comprendre. Et donc, du coup, le praticien, la première chose qu'il a à faire, c'est comprendre. Et s'il veut tester, c'est-à-dire s'il veut avoir une démarche exploratoire interventionniste et qu'il veut tester, pour moi, une des possibilités, c'est mettons de la perturbation dans l'entraînement, perturbons le nageur, voyons ce qu'il est capable de supporter et à partir de quand on le déstabilise. Le but, c'est de le déstabiliser, c'est de le faire sortir de ses gonds. C'est d'impulser de la créativité.
Voilà. Et tout ce qui va changer, eh ben, c'est tout ce qui va te dire jusqu'où il est stable et à partir de quand il est flexible. Et ça peut être de la fatigue. Quand tu fais 30 fois 100 et que tu regardes à partir et que tu lui dis dès le début tu es au taquet et que tu regardes à partir de combien il lâche, et ben c'est là qu'il faut regarder pourquoi il lâche. Tu vois ? Voilà.